Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Nous sommes tous Hervé Gourdel. L'imam de Drancy a lancé le mouvement hier soir dans un contexte de grande émotion après l'assassinat abominable de ce père de famille de 55 ans. De l'Assemblée nationale à la Grande Mosquée de Paris, les réactions d'Union nationale sont fortes et rassurantes. La guerre sera longue et les Français ont tout simplement besoin d'être unis pour l'affronter. Nous avons donc intitulé cette émission « L'islam de France dénonce la barbarie » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Roland Jacquard est président de l'Observatoire international du terrorisme. Votre dernier livre sur les testaments secrets de Ben Laden vient de paraître aux éditions Jean Picolec avec Atman Tazagar. Pierre Servant est lui expert en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense. Je rappelle Le siècle de sang, votre dernier livre sur les 20 guerres qui ont changé le monde chez Perrin. Myriam Benrahad est politologue. Vous êtes une spécialiste de l'Irak et du monde arabe aux séries de Sciences Po. Vous préparez votre prochain livre aux éditions Vendémiaire, Des orphelins à la table du diable ou comment l'Irak a plongé dans le chaos. Enfin, Asni Abidi est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de Genève. Citons parmi vos publications le Manifeste des Arabes chez Encre d'Orient et Où va le monde arabe, publié aux éditions Éric Bonnier. Le Premier ministre irakien vient d'évoquer des possibilités d'attentats dans le métro parisien, comme s'il avait été tenu au courant ou informé de possibilités d'attentats. C'est à prendre au sérieux? Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un état de la menace qui est nécessaire et donc il faut prendre toutes les informations au sérieux. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, il y a celles qui sont opérationnelles, donc avec des débuts d'exécution possibles. Et là, en ce qui concerne le métro parisien, c'est vrai que les autorités irakiennes ont saisi un certain nombre de documents. Ils ont saisi des DVD sur des rebelles de l'État islamique. Ils ont trouvé des plans d'un certain nombre de grandes villes. Ils ont trouvé un certain nombre de cibles. Et c'est probablement la raison pour laquelle, en Conseil de défense aujourd'hui, présidé par le président de la République, il a été décidé de renforcer des mesures du plan Vigipirate, surtout dans les endroits publics et dans les transports. Il y a eu de nombreuses alertes ces dernières semaines, dont deux très importantes. Une en juin dernier, où un djihadiste français qui lui était passé par le Liban devait faire un attentat de style un mini Bombay en France, c'est-à-dire attaquer des endroits publics tout seul, et qui a été arrêté fort heureusement à temps. Et puis il y a eu un autre djihadiste d'origine algérienne qui a été arrêté à temps par la DCRI et qui, lui, visait un musée national. Et ça, c'était il y a quelques mois également. Alors, on va revenir, bien entendu, sur cette menace terroriste. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de questions SMS qui nous sont parvenues là-dessus. Mais je voulais qu'on démarre cette émission peut-être sur ce sentiment d'unité nationale qu'on sent depuis hier, qui est assez fort, qui touche la classe politique, et puis avec un engagement quand même très présent et très fort des autorités de la communauté musulmane et puis spontanément de tous ces Français musulmans qui interviennent sur les réseaux sociaux, qui appellent dans les radios et qui tiennent, je dirais, à affirmer leur présence de soutien et, je dirais, de communauté nationale et pas uniquement religieuse. Ça vous frappe, Myriam Benrahad ? Oui, enfin, je trouve que c'est très bien. Je crois qu'en fait, on n'a jamais vraiment vu une mobilisation de cette ampleur, avec un appel non seulement des autorités religieuses à manifester, à s'exprimer, à dénoncer cette idéologie salafiste djihadiste portée par l'État islamique et d'autres groupes. On voit aussi qu'il y a une mobilisation au niveau des populations civiles. Il y a un certain nombre de collectifs qui s'expriment et je trouve cela très bien. On a aussi tout un mouvement qui s'est développé en Grande-Bretagne qui est en train d'être réapproprié, le fameux Not in my name, pas en mon nom. Pas en mon nom. Voilà, pas en mon nom, qui est une mobilisation sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui est déjà très active en Grande-Bretagne. De jeunes musulmans qui tiennent des pancartes. Tout à fait, de jeunes musulmans. Ce qui se fait en ce moment dans le terrorisme, c'est pas en mon nom. Et c'est important que ce soit des jeunes musulmans, parce qu'en réalité, l'État islamique séduit tout particulièrement les jeunes, contrairement aux générations précédentes de djihadistes qui militaient dans les rangs d'Al-Qaïda. Il y a eu toute une attraction qui s'est faite, notamment des populations jeunes. Donc c'est très bien que cette jeunesse musulmane prenne des positions aussi fortes. Et on voit qu'à l'échelle européenne, en réalité, le mouvement est en train de se développer. Et évidemment, c'est important aussi parce qu'on sait que le sentiment islamophobe est monté au cours des dernières années et qu'il y avait un risque d'assimilation de la menace terroriste avec la communauté musulmane plus largement. Donc c'est très bien que les musulmans se saisissent. Et dernière chose... Vous êtes d'accord pour dire que c'est la première fois que, je dirais, il y a une onde de choc aussi importante en France?
Je crois, mais aussi parce qu'il y a cette prise de conscience, je crois, au niveau de la communauté musulmane, que la menace est vraiment globale. Oui. En plus, dans le cas de la France, c'est quand même symbolique que cet otage ait été égorgé en Algérie, le pays qui a lui-même été frappé par le terrorisme islamiste. Et qui touche à notre histoire et à nos peurs. Et qui touche à notre histoire, à nos peurs. Et dernière chose, tout de même, il faut quand même aussi rappeler que les premières victimes de ces terroristes, ce sont des musulmans. Tous les jours. Parce que depuis le mois de juin, on cible les minorités, mais depuis des années, la mouvance irakienne d'Al-Qaïda, devenue l'État islamique, perpétue des attentats quotidiens qui frappent avant tout les musulmans, chiites et sunnites. Donc c'est très bien vraiment qu'il y ait cette mobilisation, je crois, mondiale, parce qu'elle existe aussi dans les pays musulmans, même s'il est plus difficile de l'exprimer. Pierre Servan, sur ces cris du cœur finalement unanimes, en particulier venant de la communauté musulmane en France. C'est très important. J'aurais aimé que ça se manifeste plus tôt, mais il y a ce drame-là qui nous choque tous. Donc cette mobilisation. Vous trouvez que c'est tardif ? Écoutez, soyons positifs. Mais disons-nous les choses simplement. J'ai regretté dans les années passées que le monde musulman ne soit pas plus visible, que les intellectuels musulmans ne soient pas plus présents dans les médias pour dénoncer ces caricatures de l'islam et pour justement essayer de casser un des outils utilisés par le djihadisme terroriste, qui est d'essayer de faire croire qu'il représente l'islam, et par ailleurs de faire monter l'islamophobie dans nos pays, de façon à faire basculer... C'est le but des terroristes. Absolument. Et le fait que, comment dirais-je, qu'il y ait pu avoir une certaine inertie ou peut-être moins de visibilité dans ces manifestations a pu renforcer un sentiment, une islamophobie qui est très très négative, parce que justement, elle risque d'apporter de l'eau au moulin des radicaux. Donc c'est très bien que cette manifestation... Là c'est aller plus loin. Oui. C'est-à-dire que ça ne consiste pas aussi à dire... C'est pas notre islam, c'est pas nous, ce ne sont pas nos enfants, c'est nous sommes une communauté française et nous sommes victimes ensemble au même moment et ces images sont abominables pour tout le monde. Enfin, voilà. On souffre ensemble, si je puis dire. Et je trouve qu'il y a une expression patriotique de fond qui est extrêmement positive et qu'on a déjà vu il y a quelques semaines en solidarité de la part du monde musulman vis-à-vis des chrétiens d'Irak massacrés et expulsés. Et là aussi, on a vu une indignation qui était forte. Alors, j'en suis très content. Ça ne me surprend pas complètement parce que je me souviens qu'en 1991, quand il y a eu la première guerre du Golfe, avant que la France intervienne aux côtés d'une grande coalition, il y avait des notes à l'époque de la DST, DRG, en disant « Attention, il y a des risques de fracture en France. On risque d'avoir des jeunes musulmans qui vont peut-être monter des attentats pour protester contre l'engagement de la France sur une terre d'islam, etc. » Donc il y avait des inquiétudes. Et en fait, vous avez eu une mobilisation de groupes chrétiens, musulmans, juifs, laïcs, pour dialoguer, pour faire baisser la pression. Et il n'y a eu aucun événement majeur en France à cette époque. Donc je suis convaincu qu'il y a dans notre pays une solidarité, une envie de faire communauté nationale. Le seul aspect positif de ce drame épouvantable, c'est que tout d'un coup, on ressente l'importance d'être ensemble, d'avoir des valeurs communes, d'être engagés dans le même sens et de réagir face à une barbarie qui est véritablement un défi à tout ce dans quoi nous croyons tous. Hasni Abidi. Je pense qu'on les entend aujourd'hui un peu plus que d'habitude, les musulmans, parce qu'aujourd'hui, on leur tend les micros plus qu'auparavant. Mais toujours, je me souviens des attentats de 11 septembre, les attentats de Madrid et de Londres, beaucoup de musulmans sont engagés. Je rappelle que des musulmans, ils ont même lancé une quête lors de la construction de 2 tours pour dire « nous sommes aussi concernés ». Aujourd'hui, la donne a changé. On n'a jamais vu ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, c'est peut-être amplifié par les réseaux sociaux où chacun peut s'exprimer individuellement et où ça dépasse, je dirais, l'organisation ou l'encadrement, qu'il soit religieux ou non. Là, on a l'impression qu'il y a eu vraiment une grande émotion, en fait, qui nous unit tous et dans lequel... la communauté musulmane tient à prendre une place spécifique. Parce qu'elle se sent plus concernée, parce que cette guerre, elle se mène au nom de l'islam. Oui. Et ces musulmans, c'est-à-dire, d'abord, une chose, ils sont citoyens de ce pays. Il faut toujours les voir en tant que citoyens. Ils sont représentés par un président qui s'appelle François Hollande. Ils n'ont pas d'autres, ils n'ont pas une double ou une triple loyauté. C'est très important de marquer, de signifier qu'ils sont citoyens de ce pays. Ils sont concernés par la sécurité de ce pays. Mais c'est dramatique chaque fois qu'il y a un attentat à Kaboul ou ailleurs, quand on doit toujours demander aux musulmans « et alors, quel est votre avis ?» Ils sont d'abord citoyens français, ils ne doivent pas être comptables d'un attentat commis au nom de l'islam, alors qu'il n'a rien à voir avec l'islam, et on leur demande leur point de vue. C'est très important à ne pas justement tomber dans ce piège
communautaire, comme s'ils étaient responsables de tous les crimes commis par des voyous finalement ou des criminels qui utilisent l'islam. Face au chantage, la France ne cède pas. La réaction de François Hollande est immédiate et à l'ONU, où il se trouve, la communauté internationale entoure le président français, en particulier le président Obama, qui lui apporte officiellement son soutien et s'adresse directement à l'ensemble de la communauté française. Rappelons que les derniers mots d'Hervé Gourdel ont été pour ses proches. Les terroristes, eux, menacent la France dans une trentaine de pays et comme le rappelait Roland Jacquard il y a quelques instants, la sécurité est renforcée dans les transports et les lieux publics. Laurent Hirsch revient sur ces dernières 24 heures. Hier, en fin d'après-midi, la nouvelle a plongé le petit village de Saint-Martin-Vésubie dans l'effroi. Pardon, je viens d'apprendre à l'instant la mort d'Hervé Gourdel. Ah bon? Oui. À l'instant, là? À l'instant, là, ça vient de... Vous voyez, je suis malheureux. C'était un bon copain là-bas, vous savez. Dans ces moments-là. C'est horrible, horrible, il n'y a pas d'autre mot. Excusez-nous. À cet instant, le maire de Saint-Martin-Vésubie sort de son domicile. Je suis Henri. Bien sûr. Confirmation par la télévision. C'est catastrophique. Rapidement, les drapeaux sont mis en berne. Dans cette commune de 1328 habitants, tous ou presque connaissaient Hervé Gourdel. C'est pas explicable, quoi. C'est pas excusable, c'est pas pardonnable, c'est un drame absolu, quoi. J'ai envie de marcher. Pour nous, c'est marcher, aller en montagne, aller oublier l'instant présent, penser à Hervé. Ça représente pas que pour le village, ça représente pour toute la France, ça représente pour ses amis alpinistes, ça représente pour sa famille qui n'habitait pas au village. C'est horrible. Hervé Gourdel, 55 ans, était père de 2 enfants et guide de haute montagne. Passionné par l'alpinisme, il est parti samedi en Kabylie, à l'est d'Alger, pour une randonnée d'une dizaine de jours. Dimanche soir, à proximité du village d'Aït Waban, il est pris en otage par un groupe de djihadistes affiliés à Daesh. Ces derniers menacent de le décapiter si la France n'interrompt pas ses bombardements en Irak. Près de 1500 militaires algériens se lancent à sa recherche, en vain. Hier, les menaces sont mises à exécution et rapidement relayées sur Internet dans une vidéo de 4 minutes intitulée « Message de sang pour le gouvernement français ». Avant de mourir, Hervé Gourdel s'adresse une dernière fois à sa famille. Depuis New York, où François Hollande était hier en déplacement pour la 69e Assemblée générale des Nations unies, le président français est apparu très touché. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Ma détermination est totale. Et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout. Et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh et qui répand la mort en Irak, en Syrie, qui poursuit des populations civiles, persécute des minorités religieuses, viole, décapite. Oui, c'est contre ce groupe que la France s'est mobilisée. Dans la foulée, un conseil de sécurité extraordinaire présidé par Barack Obama adopte une résolution pour endiguer le flot de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak. Depuis 70 ans que les Nations Unies existent, c'est seulement la 6e fois que le Conseil de sécurité se réunit à un aussi haut niveau. Nous nous réunissons à ce niveau pour aborder les menaces les plus urgentes pour la paix et la sécurité. Aujourd'hui, les peuples du monde entier sont horrifiés par un autre meurtre brutal, celui d'Hervé Gourdel, par des terroristes en Algérie. Président Hollande, nous sommes à vos côtés du peuple français, non seulement à travers ce deuil, mais aussi dans votre engagement contre le terrorisme et pour la défense des libertés. Désormais, les zones à risque se multiplient sur la carte du monde pour les Occidentaux et notamment pour les Français. En Afrique, on compte pas moins de 7 groupes menaçants répartis dans une quinzaine de pays. Au Proche et au Moyen-Orient,
Au moins 7 pays sont déconseillés par le ministère des Affaires étrangères en raison du risque islamiste. Et en Asie, sont recensées 2 organisations musulmanes radicales, dont Abu Sayyaf aux Philippines, qui détient 2 otages allemands. Ils sont menacés de mort si l'Allemagne continue de soutenir les frappes américaines contre Daesh en Irak et en Syrie. La dimension internationale, notamment des propos du président Obama à l'ONU, ça a vraiment un caractère exceptionnel, je dirais, cette réaction à laquelle on assiste? Oui, effectivement, c'est rare d'avoir unanimité autour de la dénonciation d'un tel fléau. Et je crois qu'il y a eu un changement radical en un an. L'année dernière, on parlait de frappe sur la Syrie à cause du chimique. Mais l'idée était aussi de frapper les islamistes au passage. Et finalement, les Américains ont fait marche arrière. Et je dirais qu'en un an, vous avez cette explosion du cancer du fameux califat terroriste qui, pour utiliser une phrase un peu triviale, fout la trouille à tout le monde. Et ce qui explique aussi que vous avez un retournement de position d'un certain nombre de pays sunnites, notamment l'Arabie saoudite et le Qatar, qui ont pu alimenter par différents biais les djihadistes en Syrie, et qui, tout d'un coup, se découvre un Frankenstein qui menace tout le monde. C'est ça le grand changement de donne, je dirais, actuel, et qui fait que vous avez des cartes qui sont en train d'être rebattues. Tout le monde est en train de se rendre compte que ce cancer met des métastases partout, dont une, juste, je voudrais le souligner pour montrer pourquoi aussi l'Arabie saoudite change. L'Arabie saoudite a mis sous surveillance ses réseaux sociaux, et se sont aperçus que depuis plusieurs mois, dans les réseaux sociaux, les jeunes saoudiens qui ont accès à ces réseaux sociaux soutiennent Daesh. Et même ils ont parfois des positions paradoxales, parce qu'ils vont adhérer au discours, au comportement du califat terroriste, tout en ayant éventuellement des revendications de plus de liberté à l'intérieur du régime saoudien. Donc, entre parenthèses, c'est des phénomènes que Gilles Kepel avait analysés il y a très longtemps en Algérie, en montrant que chez les jeunes, il y avait à la fois une demande d'islam radical, et en même temps, ils allaient au consulat français demander des visas pour aller en France, parce qu'ils avaient envie de vivre plus tranquillement en France. Donc il peut y avoir une schizophrénie. Mais les Saoudiens ont commencé à se dire, le mal rentre chez nous, il est temps de faire face. Entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé sur le Mali, où la conquête du Nord Mali par AQMI a paniqué l'ensemble des pays de la zone qui jouaient plus ou moins les uns avec les autres, notamment l'Algérie, avec les djihadistes, et au bout d'un moment, tout ça éclate à la figure de tout le monde, et là, vous avez une mobilisation générale. Alors, je voulais vous faire réagir quand même aux propos tenus à l'ONU. On va y revenir avec les frappes et toute la partie militaire dans notre prochain reportage. On ne peut pas ne pas commencer cette émission sans revenir tout simplement à ce qui est arrivé à Hervé Gourdel. On s'interroge sur les conditions de son arrivée, sur les gens qui l'accompagnaient. Je vois qu'on a des questions très précises, parfois de téléspectateurs qui nous disent « Ne croyez-vous pas qu'Hervé Gourdel a été vendu aux terroristes par ses amis, entre guillemets, algériens, comme les moines de Tibirine ?» Je voyais ce matin que la presse algérienne commence à soulever des questions sur ceux qui l'accompagnaient. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, essayer de dire ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas, les inquiétudes qu'on peut avoir et les quelques pistes? Je commence avec vous, Myriam Benrahad. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la globalisation de la réaction, parce qu'en réalité, au départ, l'offensive a commencé donc en Irak avec la prise de Mossoul. On voyait que l'État islamique était dans une logique régionale, ce qui a suscité un certain nombre de débats finalement en Occident sur la réponse à apporter, puisque l'ennemi visé, l'ennemi numéro 1, c'était l'Iran, les chiites, avec cette idée de ressusciter le califat islamique. Alors, on a vu un glissement très clair au moment des frappes américaines, une prise de conscience finalement de la menace, puisqu'on a un certain nombre de djihadistes dans les rangs européens, occidentaux, dans les rangs de l'État islamique qui menacent de rentrer. On voit qu'il y a un certain nombre de sympathies en dehors des réseaux djihadistes eux-mêmes en Occident et dans un certain nombre de pays arabes. Et il y a eu un glissement aussi de l'État islamique, parce que la priorité était donnée à la recréation du califat. Et les frappes américaines puis françaises ont finalement fait... on va dire, passer le groupe vers une priorité donc reglobalisée, ce qui était en fait l'apanage d'Al-Qaïda, sachant qu'il y a une concurrence idéologique doctrinale entre les deux groupes, et que désormais l'État islamique est en train de s'emparer de ce djihad global qui était resté aux mains plus ou moins d'Al-Qaïda, puisque la perspective d'Al-Qaïda n'était pas une perspective territoriale, et l'État islamique est en réalité donc en train de s'imposer comme le groupe terroriste le plus dangereux au monde, avec cette perspective double, régionale et désormais globale, puisque, juste, je vais finir là-dessus, les consignes maintenant données par al-Baghdadi aux djihadistes étrangers, c'est
concentrez-vous sur vos pays d'origine et frappez donc les Occidentaux, enfin les Français en l'occurrence, avec cet assassinat et un certain nombre d'attentats qui ont été déjoués dans les derniers mois. Et qui pourrait se préparer à l'heure actuelle. Alors ça explique aussi sans doute les projets d'éventuels attentats dans le métro parisien qu'évoquait le Premier ministre irakien. Sur Hervé Gourdel et ceux qui l'accompagnaient, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Déjà, il y a une enquête qui est en cours. On a ratissé en Algérie pendant plusieurs jours. La question tout simplement du fait de retrouver son corps, qui est quelque chose d'éminemment important, symbolique et aussi aujourd'hui posé. Mais voilà, les fameux amis algériens. Puis quelqu'un qui nous dit est-ce qu'il aurait été vendu aux terroristes par ses amis algériens comme les moines de Tibérine. Donc ça veut dire que ça évoque en nous quelque chose de plus fort et de plus violent. Bon, d'abord, les services de renseignement français, malheureusement, avaient une vue très pessimiste après l'enlèvement parce qu'il a été enlevé en très peu de temps. Oui. Sitôt arrivé, il avait fait ses réservations avec Facebook, à travers de Facebook, avec des correspondants en Algérie. Et il a été arrêté immédiatement et la revendication est arrivée tout de suite. Oui. Or, c'est assez rare qu'un groupe terroriste donne aussi peu de temps en faisant pression sur un gouvernement. Donc, il était à peu près certain qu'ils avaient d'ores et déjà décidé, frappe française ou pas frappe française, de le liquider, parce que ça fait partie, malheureusement, de la stratégie. Ça veut dire qu'on savait qu'il y avait un Français qui venait faire du trekking, notamment peut-être à cause des réseaux sociaux, et qui serait en quelque sorte suivi ou accompagné et pisté dès son arrivée. Ils ont des gens qui les renseignent, y compris des enfants, et qui leur disent, ils ont parmi les guides, je suis désolé de le dire, mais on a bien vu qu'il y a eu de tas d'enlèvements qui ont eu lieu en Syrie, qui ont eu lieu en Irak ou ailleurs, à travers des guides. Les gens qui sont revenus des prises d'otages l'ont dit. Et dans ce cas précis, il a été vendu manifestement. Pour nous journalistes, ce sont ceux qu'on appelle les fameux fixeurs, c'est-à-dire qui sont censés organiser nos rendez-vous et les contacts de nos grands reporters sur le terrain. Et il faut que vous sachiez quand même une chose, c'est que le barbare qu'il a décapité est quelqu'un qui avait été très connu par la sécurité militaire algérienne parce qu'il utilisait beaucoup les enfants. Il avait utilisé des enfants même dans des attaques contre des gendarmeries, des enfants de 8 à 10 ans. Donc c'est pour vous dire à quel degré d'intolérance et de barbarie cet homme était responsable. J'insiste, on a identifié, on connaît l'homme qui a décapité Hervé Gourdel ? Oui, qui a commandité, c'est pas. C'est le groupe qui a fait dissidence avec Al-Qaïda Maghreb islamique. Et l'homme en question est quelqu'un qui est très connu des services algériens pour il est en relation depuis très longtemps avec un certain nombre de groupes islamistes qui sont les plus radicalisés, qu'ils soient en Irak, en Syrie, ou même il avait des contacts avec d'autres responsables qui se trouvent en Europe. Et c'est là où c'est très très inquiétant, c'est que manifestement, il y a un réseau de renseignement de ce groupe qui se trouve en Europe et qui est capable de faire les réseaux sociaux, qui est capable à travers un certain nombre d'informations, de donner des informations en direct et très vite. J'insiste parce que ce que vous venez de nous dire est quand même très important, émouvant et perturbant. Vous pensez tout simplement qu'Hervé Gourdel était attendu et en quelque sorte condamné avant de quitter le sol français. Je le pense malheureusement. Les services de sécurité français avaient donné peu de chances de voir cette affaire aboutir par une libération, parce qu'ils savaient que ça faisait partie aussi d'une stratégie de la barbarie pour radicaliser encore plus un certain nombre de gens. Et vous verrez malheureusement qu'il y aura d'autres décapitations dans les semaines qui viennent et qui ne sont pas du tout en rapport avec tel bombardement de telle cible ou autre. C'est simplement parce que c'est une stratégie de la terreur qui a été mûrement réfléchie avec des gens qui savent très bien utiliser. Il y a une concurrence aussi des groupuscules entre eux ? Il y a une concurrence des groupuscules entre eux et ce groupuscule devait faire allégeance rapidement au nouveau calife. Et pour faire allégeance au nouveau calife, il fallait qu'il fasse un acte répréhensible de grande barbarie, c'est ce qu'il a fait. Pierre Servan. Oui, alors il y a cette hypothèse, il y en a une autre qui est tout simplement une délation in situ des jeunes, notamment. Ils étaient dans une voiture, il faut prendre de l'essence. Ça peut aller très très vite aujourd'hui, le fait d'informer en disant on a vu dans tel véhicule un blanc qui parlait français. Le renseignement peut aller assez vite et un groupe peut venir le capturer dans un délai aussi assez court. Vous vous rendez compte, c'est totalement affolant. C'est une hypothèse. Il y en a une autre que je souhaite avancer, oui. C'est qu'on ne peut pas écarter l'idée qu'il ait été tué dès dimanche, voire lundi. Oui.
qu'on lui ait fait faire les vidéos, la première d'identification, la seconde d'exécution, de façon à se débarrasser du corps et à permettre au groupe de pouvoir s'évaporer plus facilement qu'avec un otage. Et là, on retrouve... Alors, c'est une hypothèse. Pourquoi je la donne? Parce que ça montre le mode de fonctionnement de ce groupe. On a très bien dit quel était l'objectif. Et son objectif, c'est aussi de prendre rang vis-à-vis du califat, en disant, regardez, nous sommes vos disciples fidèles, nous faisons les choses comme vous, nous décapitons comme vous, mais ça permet aussi à ce groupuscule, parce que pour l'instant, ce groupuscule dissident d'AQMI est une toute petite entité, mais qui, par cet acte, on ne parle que de lui, donc il va grandir en notoriété, et il va espérer obtenir quoi du califat? De l'argent, de façon à ce que sa petite succursale du crime deviennent et attirer plus de djihadistes sur le sol. Et là-dedans, aussi bien dans l'hypothèse d'un enlèvement programmé... Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, parce que tout ce que vous nous dites est extrêmement intéressant, mais encore plus terrorisant, ne serait-ce que parce qu'on a l'impression qu'il y a une guerre de boutiques et de boutiquiers de terrorisme qui veulent s'imposer, et qu'on égorge des pères de famille comme ça du jour au lendemain, et peut-être sur une simple délation faite en quelques instants, parce qu'on va dans une pompe à essence. Je vous ai bien compris. Oui, c'est pour ça que les Français, mais c'est pas nouveau, les Français étaient déjà menacés de la même façon sur toute la bande sahélo-saharienne, et là on en a malheureusement un exemple. L'armée algérienne, qui n'est pas tendre, qui est efficace et qui combat, puisque parfois on s'est même interrogé sur ses méthodes, mais c'est pas la question ce soir, en Algérie, n'arrive pas à maîtriser ces groupuscules? Non, dans la montagne de Kabylie, vous avez l'émir d'AQMI, Abdelmalek Droukdel, qui s'y trouve depuis très très longtemps. Non, il est dans le sud. Donc il n'est pas dans le centre. Bon, alors il a bougé. Enfin, il est en Algérie. Donc il est en Algérie depuis des années. Et donc vous avez des foyers de tension qui demeurent en Algérie. Et rappelez-vous, l'année dernière, l'attaque sur le central gazier d'In Amenas, ça a été une opération majeure dans un pays très sécurisé et avec un nombre de morts à la fin considérable. Un instant, pardonnez-moi. Asni Abidi, parce que voilà, sur tout simplement ce qui vient d'arriver à Hervé Gourdel. Écoutez, franchement, je vous dis, ce sont des hypothèses. Dès qu'il s'agit d'une opération, d'un attentat en Algérie, c'est le pays le plus opaque au monde. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations fiables de ce qui s'est passé à In Amenas. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enquêtes, les Britanniques demandent des enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'informations exactes sur les conditions, comment ces terroristes ont pris justement cette base de vie et comment les Algériens sont intervenus. Ce qui est important, c'est que c'est arrivé très vite. Oui. Très vite. Quand on a un groupe qui est composé de 15 personnes, dirigé par ce Fawzi, et qui est un jeune qui a 37 ans. Ça veut dire quoi? C'est important, 37 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas connu la guerre civile, la décennie noire des années 90, 2000. Ça veut dire qu'il a très peu de relations avec d'autres conflits. Ça veut dire qu'il n'est pas vétéran d'Afghanistan. On attend les gens qui descendent de l'avion. J'entendais une mère de famille franco-algérienne qui prenait l'avion pour Alger ce matin et qui disait « Je ne dis pas que je suis française quand je monte dans l'avion et je fais même attention à mes conversations au sein de l'avion. » Vous vous rendez compte? Oui, bien sûr. J'allais vous dire du climat de paranoïa parfaitement légitime, parce que là, en fait, c'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité, si je comprends bien. Oui, alors il faut saluer la mémoire d'Hervé Gourdel, mais c'est une région, c'est le triangle de la mort. Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, c'est une région très difficile d'accès. Il n'y a pas un mois, il y a 11 militaires qui ont péri dans cette région-là. Donc c'est une région très dangereuse et difficile d'accès. Vous avez raison, il y a une concurrence entre les groupuscules, entre ce groupe qui s'appelle les soldats de Califat, qui est né il y a 20 jours seulement, et qui a voulu donc bien sûr faire allégeance à l'État islamique, et bien sûr en faisant cette signature-là du sang. Et je rappelle qu'il y a un autre groupe qui s'appelle les signeurs, ou ceux qui signent avec le sang, pardon, ceux qui ont commis l'attentat d'In Amenas. Donc il y a une concurrence effroyable entre ces groupes islamistes radicaux, et que l'État algérien jusqu'à maintenant a éradiqué le terrorisme, mais il ne l'a pas vaincu d'une manière définitive. Qui gouverne en Algérie, c'est pas le président Bouteflika? Si, le président, mais le pouvoir en Algérie n'a jamais été personnalisé. C'est un président et autour de lui, plusieurs hommes, qu'ils soient de l'armée ou de la présidence. C'est ça le pouvoir en Algérie. Donc on ne doit pas s'étonner de ce que vous nous décrivez, qui est cette concurrence entre groupuscules et le fait que, comme ça, soit préparé, soit improvisé, à tout moment, il puisse y avoir des actions de ce type. C'est bien ça, Roland Jacquard? Tout à fait. Et il y a une précision importante sur ce groupe du califat, donc qui a décapité malheureusement notre compatriote. C'est que quand Mohamed Merah a fait ses opérations,
C'était le premier groupe qui a revendiqué la paternité des attentats de Mera et qui ensuite a passé des clips à la gloire de Mera. Donc c'est un groupe qui était déjà violemment anti-français. Mais vous savez, sur cette chaîne d'espionnage, etc., moi j'ai un document ici, je ne vais pas le montrer parce que il a été saisi sur des djihadistes. C'est un document impressionnant, il y a 70 pages. Et c'est une sorte de manuel où on explique aux djihadistes d'aujourd'hui qui rejoint l'État islamique, on leur explique qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux interrogatoires quand ils sont arrivés, comment il faut pratiquer ce qu'on appelle la taqiyya, c'est-à-dire pouvoir se camoufler. La dissimulation. La dissimulation. Et surtout, qui est important et qui rejoint notre propos, c'est qu'on leur explique comment il faut faire des repérages. C'est un véritable service d'espionnage et de contre-espionnage. Comment il faut faire des repérages, aller voir à quelle heure sortent les gens, les futures cibles, s'ils ont des habitudes. Donc c'est une organisation qui est différente par rapport aux autres parce qu'elle fait vraiment du renseignement en permanence. Et elle fait du renseignement également. Et pardonnez-moi, quand on envoie sur Internet l'image, la vidéo d'une décapitation de ce type, on utilise des outils. Tous ceux qui nous regardent ce soir, ils sont convaincus que n'importe qui peut pénétrer dans leur ordinateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas d'outils. L'armée algérienne, dans sa lutte contre le terrorisme dans son pays, nos services n'ont pas d'outils, par exemple, pour retrouver l'origine de l'envoi d'une cassette de ce type. D'une cassette. Je parle comme un grand-père. Bon. Non, ça se fait beaucoup, puisque vous avez même des sites privés qui arrivent à le faire. Les organisations privées aux États-Unis qui le font en permanence. Et les services de renseignement font des cyberattaques aussi. Ils pénètrent à l'intérieur, ils remontent. Le problème, c'est que ça va très vite. C'est toujours un peu trop tard. Et puis, ça se fait souvent. Souvent, ils changent d'un endroit à un autre. Et puis, vous savez, par exemple, aujourd'hui, je fais juste une parenthèse là-dessus parce qu'elle est importante. On a fait une loi antiterroriste sur l'Internet, pour mieux contrôler l'Internet. Mais cette loi antiterroriste ne couvre pas ce que les gens appellent Skype. Oui. Parce que ça ne fait pas partie des réseaux de télécommunications officiels. Or, une grande partie aujourd'hui des groupes de djihadistes utilisent Skype. C'est pour vous dire qu'il y a des failles en permanence. Juste un mot pour vous dire, excusez-moi, c'est important. Le premier communiqué est 24 heures. C'est très court. Ce n'est pas l'habitude des groupes. On savait que 24 heures, ça veut dire que Hervé Gordet, malheureusement, il allait être exécuté. Parce que 24 heures, ce n'est pas un moment suffisant pour même engager des discussions, pour engager des négociations. Deuxième élément, vous l'avez cité. Donc la demande d'arrêt des frappes, elle était artificielle. Absolument. On voulait tuer cet homme et terroriser la France. Absolument. Signer sa mort. Voilà. Deuxième élément, il savait que la réponse algérienne, elle était une réponse de toute sécurité. Les Algériens ne négocient pas. Il allait exécuter probablement les ravisseurs qui sont 4 ou 5 d'un groupe de 12. Et c'est pourquoi il y avait un petit peu cet emballement de l'opération. En tout cas, imperturbablement, les frappes se poursuivent. En Irak et peut-être bientôt en Syrie, la coalition a notamment frappé les raffineries de l'État islamique qui financent le terrorisme. Pourtant, l'armée djihadiste continue, elle, de progresser, notamment en territoire kurde. On parle maintenant de 80 000 hommes. Au départ, on évoquait 30 à 35 000. Ici et là-bas, la guerre va donc être longue et il va falloir rester calme et déterminé. François-Xavier Rigaud. « 47 missiles Tomahawks lancés en une seule nuit. Des dizaines de raids aériens. La coalition internationale accentue ces derniers jours ses frappes en Syrie et en Irak contre le groupe terroriste Daesh, l'État islamique. Les bombardements de la coalition visaient des sites d'entraînement de Daesh, des centres de commandement, des bases, des dépôts d'armes et de véhicules. Jusqu'à présent, moins de 20 pays participent à la coalition internationale contre ce groupe terroriste. Mais seul un petit nombre participe aux actions militaires. Lors des récentes frappes aériennes en Syrie, 5 pays arabes y ont participé. Nos amis et partenaires, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, le Bahreïn et le Qatar, nous ont accompagnés dans cette action. La force de cette coalition démontre clairement au monde qu'il ne s'agit pas simplement d'un combat de l'Amérique,
Surtout les peuples et les gouvernements au Moyen-Orient rejettent l'État islamique et défendent la paix et la sécurité que la région et le monde méritent. Hier, quelques heures après l'annonce de l'assassinat d'Hervé Gourdel, la France a réaffirmé son implication dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh. Jusqu'à présent, la France limite ses frappes aériennes à l'Irak. Mais désormais, l'exécutif français n'exclut plus d'élargir ses frappes au sol syrien. Cet événement tragique souligne, s'il en était besoin, combien la lutte contre le terrorisme doit être menée à tous les niveaux et partout où il sévit. Les frappes aériennes de ces derniers jours auraient tué plus de 100 djihadistes. Mais les terroristes de Daesh continuent leur progression. Ces derniers jours, ils ont pris le contrôle de plusieurs villages kurdes proches de la frontière turque, provoquant un exode de la population. Ils n'attaquent pas que les militaires, les civils sont aussi des cibles. Les hommes, les femmes, les enfants, soit ils les tuent, soit ils les égorgent. Ils leur coupent la tête, ils leur coupent les jambes. À la mosquée, Daesh a annoncé que les femmes de 7 à 77 ans pouvaient être déshonorées et qu'il est permis d'avoir des relations sexuelles avec elles. Aujourd'hui, Daesh compterait entre 30 000 et 80 000 hommes, dont plus de 3 000 combattants occidentaux. Il serait assis sur un trésor de guerre de 2 milliards de dollars, provenant en partie des puits de pétrole contrôlés par les djihadistes. Il disposerait aussi d'un arsenal militaire lourd, du jamais vu pour un groupe terroriste. Merci Dieu. Ce drone américain a été abattu uniquement grâce à la force divine. Mais la menace en Syrie ne se limite pas à l'État islamique. Ces derniers jours, les Américains ont frappé de façon unilatérale le groupe terroriste Khorasan, un groupe proche d'Al-Qaïda, spécialisé dans les attaques contre les Occidentaux. Nous savons que le groupe Khorasan a essayé de recruter des Occidentaux pour qu'ils soient des agents dans leur pays d'origine. Le groupe Khorasan n'a pas pour cible le régime d'Assad ou le peuple syrien. Ils sont installés en Syrie avec l'unique but de mener des attaques contre l'Occident et contre notre patrie. Nous suivons ce groupe depuis longtemps. Nous pensons que le groupe Khorasan se rapprochait de la phase d'exécution d'une attaque contre l'Europe ou notre patrie. La coalition internationale continue de s'agrandir. Elle devrait prochainement dépasser les 40 pays. Demain, le Parlement britannique est convoqué par David Cameron pour obtenir l'autorisation de participer aux frappes aériennes. Tous sont convaincus d'une chose, la guerre contre le terrorisme sera longue. On vient de voir des images très impressionnantes et on se rend compte que les moyens mis en œuvre sont eux aussi importants. Mais on a cette question de téléspectateurs. Les frappes aériennes seront-elles suffisantes? Comment peut-on anéantir ces terroristes sans présence au sol? Eh bien, effectivement, ces frappes sont absolument nécessaires pour casser la logistique, les appuis, les munitions, les stocks de munitions, l'essence, etc. Et donc on savait où ils étaient? Alors oui, parce que ça fait d'abord les Américains frappent depuis le début du mois d'août, et puis je peux vous assurer que tout ce qu'il y a comme moyens de renseignement occidentaux ou des pays arabes, selon une expression des militaires de l'armée de l'air, astique la zone dans tous les sens pour repérer tout ce qui peut être repérable. Donc ça, c'est absolument clair. Ça sera nécessaire, pas suffisant, et c'est pour ça que sur l'Irak et la Syrie, vous avez un double projet. En Irak, armer, entraîner les Peshmerga, c'est en cours. Remonter le moral des soldats irakiens, c'est en cours aussi parce que vous avez vu les moyens. Oui. Mais imaginez les Irakiens qui n'ont cessé de reculer jusqu'au mois d'août et qui voient passer au-dessus d'eux des Tomahawks ou l'aviation française ou américaine. Ça redonne du tonus. Donc ça va être long pour la reconquête, mais c'est une étape importante. Il y a un point qu'il faut vraiment dire aux téléspectateurs, c'est qu'il est extrêmement difficile de savoir ce que recouvre ce califat djihadiste. Honnêtement, on suit tous le dossier. Le groupe Khorasan, dont a parlé ce général américain, il dit qu'il le suit depuis très longtemps. J'en suis ravi, sauf qu'on l'a découvert, comme moi je l'ai découvert, assez tardivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces différents groupes se démultiplient, se séparent, se fractionnent, se concurrencent, se combattent. Et puis vous en avez à l'intérieur qui ont des agendas particuliers. Khorasan, effectivement, visiblement, est moins tourné vers le combat intérieur que vers un combat extérieur. Alors pourquoi est-ce très difficile d'arriver à savoir précisément le nombre? Aucun État occidental ne donne le même nombre de combattants pour Daesh.
entre 15 000 et 25 000 pour les Français, entre 30 et 40 000 pour les Américains. Maintenant, on parle de 80 000. Alors pourquoi on n'arrive pas à savoir les choses plus précisément? Tout simplement parce que les journalistes sont décapités. Donc on peut difficilement aller demander à des journalistes d'aller enquêter, interviewer les chefs de guerre en disant qu'est-ce que vous faites? Donc quelles sont les sources? Quelles sont nos sources? C'est notamment les services secrets. Alors c'est vrai que depuis le retournement des Saoudiens, l'aide des Jordaniens qui ont des liens importants avec les tribus sunnites, qui ont rejoint Daesh, qui ont rejoint le califat, c'est une des grandes données de ces derniers mois et qui explique pourquoi l'Irak a été submergé, notamment pour faire face à un gouvernement chiite sectaire à Bagdad. Bien. Donc aujourd'hui, les Saoudiens notamment sont tout à fait avec nous et vous avez des éléments, il y a du partage d'informations, il y a parfois des dissidents, vous avez parfois des désertions, donc ces gens-là vont donner du renseignement en expliquant qui est qui, mais tout ça est extrêmement compliqué d'avoir la cartographie de ceux qui agissent et pourquoi ils agissent sur le terrain de telle ou telle façon. Vous vous rendez compte du bouleversement même psychologique? C'est-à-dire que là, pendant des années, on a expliqué que l'Arabie Saoudite, par exemple, qui par ailleurs était un de nos partenaires économiques, finançait le terrorisme international, appuyait d'une façon ou d'une autre les différents mouvements. Là, on se rend compte qu'apparemment, Daesh est autonome parce que grâce aux puits de pétrole, ils arrivent à autofinancer eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de monarchie pétrolière pour leur donner une autonomie financière. Donc même à l'échelle, je dirais, internationale et diplomatique du terrorisme, ça bouge tout le temps. Asni Abidi, vous vouliez intervenir? Oui, c'est un bouleversement pour toute la région. C'est-à-dire ces pays-là risquent de voir leurs frontières changer, y compris l'Arabie Saoudite, qui a des frontières avec le Yémen qu'elle ne contrôle pas tout à fait, avec ce qui s'est passé avec les Houthis, et aussi la Jordanie, qui a des frontières aussi avec l'Irak. Le deuxième élément important, on a évoqué une réunion de Conseil de sécurité au haut niveau. Mais pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu il y a 3 ans, quand il y avait la situation en Syrie, il y avait une opposition modérée et qu'on appelait à un sursaut de la communauté internationale. Je le dis, je le répète, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les errements et c'est l'hésitation de l'administration américaine. Parce que quand on parle de la France, c'est injuste. La participation française dans ces frappes, elle est symbolique. Elle n'a ni l'endurance ni les moyens de ses ambitions. Il s'agit surtout des États-Unis, soutenus militairement. John Kerry l'a dit, les pays du Golfe ont payé la semaine dernière 1,5 milliard. Donc c'est important à ce qu'il y ait une coalition, c'est vrai symboliquement, mais les États-Unis, Hillary Clinton le disait, il y a 3 ans, il fallait absolument soutenir cette opposition qui était modérée et ne pas laisser le chemin et la voie vers les radicaux qui aujourd'hui sont devenus vraiment une menace planétaire. Dernier élément, une guerre, les frappes qu'on voit aujourd'hui, elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes. On voit très bien. Ce qu'on a, Daesh, aujourd'hui, est arrivé à conquérir non seulement les 60 communes autour de Koumani, la ville Ain al-Arab, mais il va au-delà. Ça veut dire qu'en fait, il se renouvelle. Il a une capacité extraordinaire. Il recrute tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est compter sur les éléments sur place. Encore une fois, ça va être long, mais il faut travailler avec l'armée irakienne. Il faut travailler encore les Kurdes, les soutenir, mais ne pas tomber dans le piège tendu par Daesh, c'est-à-dire d'avoir des forces au sol, ou bien d'opposer ou avoir un conflit frontal entre Daesh, qui ne représente rien du tout, qui ne représente pas ni les musulmans, ni l'islam, et l'Occident et la coalition. Sinon, ça va être vraiment dangereux et lourd de conséquences. Rapidement, Myriam Benrad, puis Roland Jacquard, sur cette situation militaire et sur le terrain. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les frappes aériennes ont changé l'équation sur le terrain et rassuré un certain nombre de groupes qui sont prêts à prendre les armes contre l'État islamique. Mais ça ne suffit pas, il faut une mobilisation. Alors aujourd'hui, on a une mobilisation de certaines tribus qui s'étaient alliées à l'État islamique et qui sont en train de revirer. On a une alternance au pouvoir à Bagdad qui est plus favorable à cette mobilisation. On a aussi des groupes d'hommes qui pourraient suivre en fait la mobilisation des tribus sur le terrain. Sauf qu'on n'a plus d'opposition armée modérée. Et vous mentionniez tout à l'heure les combats fratricides. Oui. À l'époque de l'occupation américaine, l'État islamique avait aussi été mis en défaut justement grâce aux tribus qui s'étaient alliées à l'armée américaine, mais aussi grâce au revirement d'un certain nombre de djihadistes eux-mêmes qui n'étaient pas en accord idéologiquement avec les priorités de l'État islamique. Des priorités, je l'ai dit, qui portent sur cette guerre confessionnelle sur les chiites, là où un certain nombre de groupes islamo-nationalistes considéraient que c'était un djihad avant tout anti-américain. Al-Qaïda elle-même s'oppose à cette perspective anti-chiite en disant qu'il ne faut pas procéder à ces massacres aveugles qui sont un peu la marque de fabrique de l'État islamique et qu'il le reste. Et puis ensuite, on a cette question effectivement du djihad territorial. Et effectivement, l'État islamique poursuit sa conquête
dans le nord du pays, mais aussi dans la province d'Al-Anbar, qui est le bastion historique du soulèvement irakien. L'armée irakienne est actuellement mise en difficulté. Il y a un certain nombre de territoires qui ont été repris par l'État islamique. Le combat va être long et tout de même, il faut le dire, aujourd'hui, on a eu un certain nombre de livraisons d'armes à l'armée irakienne et au Peshmerga, mais qui sont insuffisantes. Et surtout, dernière chose, il faut que le gouvernement irakien prenne ses responsabilités aussi dans la bataille, en s'alliant, en coopérant plus activement avec ces forces locales qui sont en réalité les seules qui, sur le long terme, pourront défaire l'État islamique. On diffuse notre dernier reportage qui nous ramène en France et je vous donne la parole parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. En France, en tout cas, nous le disions en début d'émission, la parole s'est vraiment libérée. La communauté musulmane réagit dans la presse, sur les réseaux sociaux, où les terroristes de Daesh sont qualifiés de voyous. Des intellectuels musulmans se réunissent pour répondre aux djihadistes sur le registre. Nous sommes tous des sales français, puisque c'est ainsi que nous étions qualifiés dans leurs vidéos. Et la mosquée de Paris appelle demain à un rassemblement pour une grande manifestation contre le terrorisme. Maxime Vauthier et Maxime Liogier. La grande mosquée de Paris ce matin, lieu de recueillement pour la communauté musulmane, meurtrie par l'acte barbare perpétré par ceux qui salissent leur religion. Ça diffuse une mauvaise image de l'islam, des musulmans en France. C'est déjà très compliqué pour nous de nous faire reconnaître en tant que musulmans. D'habitude si discrète, la communauté s'est élevée d'une seule et même voix pour condamner ce matin Daesh, ce groupe terroriste qui tente d'imposer la terreur pour diviser et mieux régner. C'est des voyous, c'est des mercenaires, payés par des je ne sais pas qui pour faire ça. Écoutez, on a vécu avec les chrétiens depuis Soleiman le Magnifique, depuis les musulmans qui sont venus 14, 44, ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a eu ça? Il y a eu des musulmans en France. Ils ont bâti ce beau pays. Ils se sont combattus pour la France, pour la fraternité, pour la liberté, pour l'égalité. C'est des voyous purs et simples. Je dis, oh, et j'ai pas peur de Dieu. J'ai pas peur de ces gens-là, qui peuvent me faire ils disent ce qu'ils veulent, ils faire ce qu'ils veulent. Je n'ai pas peur. On aime la France, c'est un beau pays, et la France, elle partage les mêmes valeurs que l'islam que mes parents m'ont enseigné. Voilà. Plus qu'une simple condamnation, c'est un plaidoyer pour le pacte social et républicain qu'ont livré ce matin les membres de la communauté musulmane. Du simple citoyen au haut représentant, tous ont senti la nécessité de sortir du silence pour resserrer les liens. Nous avons eu un appel des autorités nous disant « aidez-nous ». Nous pensons que le silence de la communauté est quelque chose d'un peu gênant par rapport à l'équilibre, à la pensée nationale, à la pensée de tous, à l'équilibre de la société. Donc aujourd'hui, c'est notre devoir de manifester aussi l'apport que font les musulmans à la paix publique et au refus de la barbarie, au refus du terrorisme, au refus du déni de tous les droits humains et de nos valeurs. Résultat, un rassemblement de tous les musulmans de France pour la journée de vendredi, une première depuis bien longtemps. Cette mobilisation française fait également écho à la campagne britannique lancée sur le web par ces musulmans qui refusent d'être associés à la barbarie des terroristes. Not in my name. Not in my name. Not in my name. Not in my name. Un slogan efficace qui trouve depuis aujourd'hui sa déclinaison française sur le web. Autre preuve, s'il en fallait une, de l'implication de toute la communauté, cette tribune d'un collectif d'intellectuels musulmans. Intitulée « Nous sommes aussi des sales français », pour retourner l'expression utilisée par les djihadistes. Cette tribune retranscrit la parole de 5 millions de musulmans de France, trop souvent inaudibles. Je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol des musulmans de France d'abord d'être assimilés. Cet amalgame islamiste, musulman, djihadiste, terroriste qui est assez facile et qui est de plus en plus développé. Et puis il y a, je pense, aussi une vraie prise de conscience. Et je pense que voilà, maintenant les musulmans de France ont pris d'abord conscience du fait qu'ils pouvaient agir de manière concertée, peser dans le débat, s'expliquer. Changer de mode de communication pour une meilleure représentation et peut-être également revoir une partie de l'enseignement théologique.
pour faire de la prévention une arme contre l'endoctrinement dans les mosquées françaises. Il faut que les imams dans les mosquées fassent une campagne contre ces dérives. Moi, je parle d'une matière nouvelle à enseigner à nos imams qui s'appelle la théologie préventive. Et nous sommes face à des jeunes dont l'esprit parfois est très, très fragile et que le discours religieux peut les impacter négativement. Donc nous sommes quand même dans une religion où il y a une partie de notre communauté qui est vulnérable, frustrée et qu'il faudrait prendre en considération. Demain, vendredi, les musulmans de France se réuniront donc devant la grande mosquée de Paris pour honorer la mémoire d'Hervé Gourdel, dénoncer la barbarie et célébrer l'union nationale. Juste un commentaire par rapport à ce que nous disait tout à l'heure Hasni Abidi. Je trouve assez courageux ce que dit le directeur de la mosquée, qui dit finalement, on n'a peut-être pas toujours parlé d'une voix assez franche, directe, et on aurait pu s'interroger sur notre silence. Il le dit de façon, enfin, avec des périphrases, mais il le dit, et c'est lui qui organise la manifestation de demain. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, moi je suis d'accord, même si j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'il ne s'agit pas de les ramener. Les Français sont les Français, quelle que soit leur religion, leur croyance, et c'est très clair. Et d'ailleurs, j'espère que nous serons nombreux à aller avec nos compatriotes français de religion musulmane pour protester, de façon à ce que ce ne soit pas une manifestation communautaire, ça nous concerne tous, mais je pense que ça fait du bien d'entendre ce discours de cette personne interrogée à la sortie de la mosquée en disant on aime la France, on a les mêmes valeurs, et moi j'ai rien à faire de ces terroristes et j'ai pas peur d'eux. Je trouve ça formidable. Vraiment, c'était bien de l'entendre plus tôt, mais c'est très très bien de l'avoir maintenant. Voilà, il faut prendre cet élan-là. C'est la meilleure façon de répondre à ce que ce groupe a fait, essaye de faire, en nous fracturant, en essayant de nous faire peur, attentats dans le métro, etc. Il faut à la fois prendre conscience de la gravité des enjeux, c'est une guerre qui est engagée, et en même temps, il faut bien se dire que ces groupes-là sont réductibles, nous pouvons les battre, nous pouvons les réduire, notamment en étant unis, en travaillant avec d'autres pays, il y a une coalition très large dans ce combat-là, et donc il ne faut pas avoir peur, il faut être rigoureux et concentré, et en même temps surtout ne pas avoir peur pour commencer à regarder l'autre dans notre propre pays comme un ennemi potentiel parce qu'il n'a pas exactement le même accent ou la même couleur de cheveux. Donc attention à ça. Est-il possible que la mort d'Hervé Gourdel serve aussi parfois à délier des langues ou à libérer une parole quand on voit des choses que jusqu'ici on tolérait et qu'on pourrait ne plus tolérer au niveau, par exemple, de petites communautés où on s'interroge sur ce que fait le fils, sur sa capacité, voilà, qui est, je dirais même, des rapports avec la police. On sait que des numéros verts ont été mis en place qui permettent parfois de dénicher d'apprentis terroristes qui deviennent dangereux. C'est le vrai problème, ça. Parce que cette mobilisation, elle est la bienvenue, mais en réalité, on sait très bien qu'un certain milieu échappe à ces autorités religieuses. Et ce qui était très intéressant dans le reportage, juste une chose, c'est que il y a effectivement la question de la prévention, de la radicalisation, du recrutement, du financement. Tout ça, ça fait partie de la résolution d'ailleurs du Conseil de sécurité, avec l'idée de renforcer le dispositif pénal sur aussi tout ce qui est donc prédicateur, recrutement, tout le processus de radicalisation en amont qui aboutit à des flots de djihadistes vers la Syrie, vers l'Irak et aujourd'hui donc à des actes qui potentiellement pourraient viser des Français sur le territoire national. C'est la motivation principale. Je crois qu'il y en avait deux pour la France. La première, c'est bien entendu soutenir et sauver les chrétiens d'Irak, évidemment, avec aussi la communauté yézidite. François Fillon l'a rappelé ce matin. Absolument. Et le deuxième élément, c'était bien entendu, parce que nous avons, les chiffres varient, mais entre 900 probablement et 1000 Français sur place, on s'en parlait des Belges et d'autres pays voisins. C'est inouï. Et le retour est très 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 important, inquiète les services. Donc au lieu d'attendre leur retour, il fallait aussi, en tout cas, dans l'optique française, il fallait aussi agir sur place. Mais c'est très important de dissocier l'argument ou l'argumentaire religieux de l'argument de l'action militaire. C'est-à-dire quand on parle de communauté musulmane, ou qu'on dit attention, il faut enseigner la théologie un petit peu d'anticipation préventive, ces gens-là qui agissent au nom de Daesh ou d'autres n'ont rien à voir avec la religion musulmane. C'est très important. On a affaire à des voyous, ça a été dit, ou à des criminels qui se servent, qui utilisent la religion. C'est très important pour justement leur enlever toute légitimité et religieuse. D'où probablement le silence ou la réserve d'une certaine communauté musulmane qui ne se reconnaît pas dans ces actions-là, parce qu'ils savent déjà... Ils ne peuvent même pas imaginer la projection.
Bien sûr, parce qu'ils d'emblée, ils savent que justement tomber dans leur piège d'aller dire non à Daesh. On va passer aux questions SMS. Juste avant, je voyais passer tout à l'heure des questions qui relevaient même de l'angoisse de l'utilisation de moyens chimiques pour d'éventuels attentats. On a compris que les avions en ce moment tapent entre autres les usines de pétrole. Il y a en effet une actualité de cette question, en quelques mots? Bon, c'est un sujet très sensible, mais dans des zones contrôlées par Daesh, notamment en Syrie, et même aussi par le front Al-Nosra, donc lié à Al-Qaïda, il y a des bunkers où il y a encore quelques dépôts d'armes chimiques qui n'ont pas pu être anéantis et détruits parce que les Syriens ne pouvaient pas se rendre sur place. Donc c'est un grand souci aujourd'hui des services de renseignement. Deuxièmement, les frappes aujourd'hui vont se concentrer également sur les raffineries pour couper le trésor financier. Oui, l'argent du pétrole. Parce que vous savez que vous avez des raffineries aujourd'hui, ils arrivent à en tirer 140 000 à 150 000 barils par jour, ce qui est énorme. Au profit de l'action terroriste. Et le fait que ce soit sur ces territoires-là rend les sanctions, enfin la régulation très difficile. Et enfin, donc vous avez ils ont mis la main sur un certain nombre d'hélicoptères et même sur des avions aujourd'hui les terroristes dans la région. Et ils ont fait une sorte d'appel d'offres auprès d'anciens officiers de l'armée de l'air irakienne et d'autres qui se trouvent à l'extérieur pour venir un jour ou l'autre piloter ces avions. Donc on est dans une situation qui est de plus en plus difficile. On passe aux questions SMS. Chaque fois qu'on a renversé un tyran, on a eu pire. Combien de morts faudra-t-il pour que nous changions de stratégie? Est-ce que vous comprenez ce commentaire? Oui, alors bien sûr, la personne fait allusion à ce qui s'est passé en Libye. Évidemment, la situation... En Irak aussi. En Irak. Alors, la Libye, nous sommes intervenus, c'est le chaos. En Syrie, nous ne sommes pas intervenus, c'est le chaos. Donc, c'est pour dire qu'on est dans des cas de figure assez compliqués. Je crois que ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. On a une situation aujourd'hui qui est catastrophique, avec des menaces dont on voit bien qu'elles peuvent être gravissimes. Et c'est pour ça qu'il y a une coalition très large, que des pays, encore une fois, ont bougé. On a un pays dont on n'a pas parlé, c'est l'Iran, la Russie aussi, qui est quelque part partie prenante dans le conflit syrien, et la question de Damas. Alors, j'actualise ce que vous nous dites avec la question qui venait, et vous prenez les deux en charge. Vu les résultats en Irak et en Syrie, est-il judicieux de vouloir renverser Bachar el-Assad? Tout ça, c'est le même dossier. Alors, il y a vraiment une interrogation maintenant autour de Bachar el-Assad. En gros, on va se battre pour des valeurs qui ensuite se retournent contre nous avec des attentats terroristes potentiels et des Français qui se font égorger. Non, parce qu'on sait faire la guerre, mais on ne sait pas construire la paix. Pour l'Irak, évidemment, on ne va pas revenir sur les erreurs commises par les Américains, dans des solutions de l'armée, de toutes les institutions, et ça a créé un vide immense. Pour Bachar el-Assad, je suis désolé, on connaît très bien la situation irakienne et syrienne. Maliki et Bachar el-Assad ont libéré des centaines de prisonniers et des militants de l'Al-Qaïda, de la prison Abu Ghraib et les prisons syriennes. Bachar s'est servi de plusieurs membres de Al-Qaïda pour diaboliser et radicaliser l'opposition et dire à l'Occident, regardez, moi ou le déluge. Et d'ailleurs aujourd'hui, ils pensent que l'armée américaine, finalement, c'est l'aviation de Bachar el-Assad. C'est très important. Sans solution politique dans cette région-là, la guerre ne résout rien. Oui, non, et Assad, même avant d'utiliser, d'instrumentaliser l'État islamique après 2011 et le début du soulèvement en Syrie, a pendant quand même une décennie formé sur son territoire un certain nombre de djihadistes, laissé transiter ces derniers, bien avant que la Turquie finalement se substitue au régime syrien dans ce rôle de transit, de formation des djihadistes qui allaient vers l'Irak. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a la question de l'horizon politique, finalement. Qu'est-ce qui vient après l'État islamique? Est-ce que c'est le rétablissement de la dictature? Ces mêmes dictatures qui ont fait le lit du djihadisme, de l'islam radical. Donc cette question sur le long terme, elle est posée. Oui. En réalité, l'alternative, ce n'est pas des régimes autoritaires qui reprendraient les choses en main, mais qui ne feraient que radicaliser à nouveau la situation. Et juste une dernière chose, on le voit très clairement aujourd'hui avec l'Égypte, dont on parle peu, mais le régime de Sisi est en train de recréer une mouvance djihadiste aujourd'hui dans le Sinaï, mais qui pourrait en réalité s'étendre au pays. Donc c'est clairement pas l'alternative. Roland Jacquard, mais qui finance ces djihadistes et à qui vendent-ils leur pétrole? Parce que c'est bien de sortir 140 000 barils par jour, mais il faut les vendre à quelqu'un. Bon, alors ils ont malheureusement, il y a des traders irresponsables et indélicats. Ils vendent le pétrole à très bas prix. Parce qu'ils le vendent jusqu'à 20 $. Ça se voit le pétrole vendu au noir, non? Alors il y a des cargaisons de camions qui partent, ça va vers la Turquie, l'Iran,
On les laisse passer parce que, vous savez, malheureusement, les intérêts financiers égoïstes, égocentriques sont beaucoup plus forts. Et donc, aujourd'hui, il y a une stratégie de la coalition qui est en train de mettre en place, justement, pour intercepter ces réseaux, pour bloquer les comptes. Vous allez voir, dans quelques jours, il y aura une publication d'une liste de gens qui vont être sous embargo financier parce qu'ils avaient participé, justement, à des trafics illicites de ce genre. Ensuite, il y aura des bombardements beaucoup plus ciblés, non seulement sur les raffineries et les dépôts, mais sur même les transports et les camions. Donc aujourd'hui, il faut assécher complètement parce qu'aujourd'hui, avec cet argent, non seulement ils entretiennent une sorte d'État, entre guillemets, mais ils payent surtout des mercenaires étrangers. Parce que la légion étrangère, aujourd'hui, qui est installée et qui est le bras armé de l'État islamique et qui est très dangereux pour nous, puisque ce sont ceux-là qui forment les futurs terroristes qui vont venir. Elle est dirigée par un certain nombre de terroristes. Et donc, en voilà un, par exemple, c'est celui qui est au milieu avec la barbe rousse. Eh bien, tous les services de renseignement ont été surpris. Il a été assassiné, il est mort. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Si, celui-là, c'est numéro 2. Il est de Tchétchénie. Oui, non, mais ça, c'est pas celui-là. Ils ont trois dirigeants, un Koweïtien, un Saoudien et un Mauritanien, qui sont aujourd'hui des gens qui recrutent et qui forment des réseaux pour les renvoyer sur les territoires ou français ou au Maghreb ou en Algérie. Il y a également des Tchétchènes qui ont été recrutés en pagaille et qui aujourd'hui, dont un à Nice, a essayé de recruter des djihadistes français tout à fait récemment. Et puis à côté de l'autre menace, vous en parliez tout à l'heure en disant que c'était un groupe qui n'était pas connu, le groupe Khorasan. Il était quand même connu des Américains, puisque déjà en 2010, ils avaient transmis au service secret français la liste de 80 djihadistes européens, dont 2 Français, dont un a été arrêté en 2012, et qui faisaient partie de ce groupe. Mais ça, c'est un groupe qui est lié directement à Ayman al-Zawahiri, et dont le chef a été tué par un bombardement américain. Ça recrute à ce point, parce qu'on a l'impression que ça recrute dans tous les coins de France quand on vous écoute. Il y a 80 départements aujourd'hui. 80 départements aujourd'hui qui ont été mis sous alerte parce que dans ces 80 départements, il y avait des recrutements et ça ne se fait pas seulement chez les musulmans, chez les athées. Oui. Et il y a même eu une jeune fille de confession juive qui a été arrêtée récemment. Sur le financement, pardon. Oui, sur le financement, moi vraiment très rapidement, la différence aujourd'hui, c'est effectivement que c'est territorialisé. Les financements d'Al-Qaïda passaient par des ONG, des fondations caritatives, des banques. Donc les sanctions étaient beaucoup plus simples à appliquer, l'identification des flux financiers beaucoup plus simple. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un système économique territorial avec le racket, la contrebande pétrolière. Ils font même des produits raffinés eux-mêmes. Tout cela transite dans la région. Donc il n'y a pas, vraiment, il y a cette autosuffisance financière qui va rendre l'application de sanctions financières très difficile, beaucoup plus dur que pour Al-Qaïda. Dernier mot là-dessus. Et après, j'ai une question importante. L'impôt révolutionnaire qui est levé, l'enlèvement des otages, l'argent qui a été pris à Mossoul, également, je l'ai appris récemment, le trafic sur les œuvres antiquités. Bien sûr, le musée d'Alep, que je connais bien, qui est un musée absolument superbe, a été vidé en Irak depuis longtemps. Et donc là aussi, c'est de l'argent qui rentre. C'est pour ça qu'il faut absolument traquer en Europe les collectionneurs aveugles qui achèteraient des pièces venant de cette région. Donc effectivement, localement, ils ont des sources de financement. Doit-on craindre que la Kabylie devienne un califat? À la lumière de ce que vous nous expliquez en début d'émission, je trouve normal qu'on nous pose cette question. Oui, c'est tout à fait normal, mais je ne le crois pas, en tout cas dans les médias. D'abord parce que c'est un groupe qui est très isolé. L'armée algérienne encercle cette région depuis plusieurs années. C'est une région dangereuse avec la région de l'Est qui va jusqu'aux frontières de l'Est, de Annaba et Tébessa, parce qu'elle est proche de la Tunisie. Il y avait plusieurs attentats commis d'ailleurs par des terroristes dans cette région. Donc l'État algérien a comme acquis une certaine expertise militaire. Il est très difficile en tout cas parce qu'il faut avoir un environnement favorable pour avoir l'État islamique, ce qu'on appelle Daesh. Il faut avoir un territoire. Et en Kabylie, c'est un vraiment environnement très hostile. Quelle est la position de la Chine et quel est son investissement dans la lutte contre Daesh? Bon, la Chine ne s'investit pas vraiment parce qu'elle a d'autres préoccupations chez elle, avec un terrorisme naissant qui apparaît, qui est proche plutôt d'Al-Qaïda historique. Mais en même temps, la Chine commence à s'inquiéter aussi parce qu'elle a des intérêts à défendre. Mais au Conseil de sécurité des Nations Unies,
la Chine ne s'oppose pas à des opérations contre les mouvements terroristes. C'est les grands gagnants avec la Russie et l'Iran. Pourquoi la voix de Poutine semble absente du débat international? Quelle est son opinion, en quelques mots? Son opinion, c'est remettre Bachar el-Assad dans le jeu en disant sans lui, on ne peut pas combattre efficacement contre les djihadistes. Et cette parole-là commence à faire doucement son chemin dans les chancelleries occidentales, même si le discours de façade, c'est rien à voir avec Bachar qui a tué 150 000 Syriens. Et avant de nous séparer, dans la continuité des projets d'attentat que j'ai vu que dans le métro parisien et aux États-Unis, rumeurs venant d'Irak en début d'émission, je vous signale que les États-Unis, très officiellement, viennent de dire ne pas être au courant de projets d'attentat évoqués par le Premier ministre irakien. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur cette situation. Rediffusion de Ce C'est dans l'air ce soir à 22h30 et demain vous retrouvez Caroline Roux pour une nouvelle émission en direct comme chaque jour.